1 września 1993 rok. Mam zaszczyt prowadzić wywiad z ksiądzem. Proszę jeszcze raz powtórzyć nazwisko i imię. Romuald Jakub Wexler-Waszkinel. To był 79 rok. I wtedy tak wieczorem rzeczywiście takie przerywając swoje łkanie, opowiedziała mi wszystko. Po prostu powiedziała mi, że jestem dzieckiem żydowskich rodziców. Tak bardzo to nie przypuszczałem. Ja myślałem, że może jest ojciec Żyd, może matka Żydówka, ale że jestem Żydem po prostu z krwi i kości, z ojca i z matki. To było dla mnie bardzo głębokie. Wiem na pewno, że 25 marca 1943 roku moja żydowska matka przyniosła mi pod okno mieszkania, w którym mieszkała moja polska matka. I że najprawdopodobniej wówczas, kiedy mnie przyniesiono, miałem może 8, może nie miałem 8 dni. Najprawdopodobniej Je pensais pendant beaucoup de temps, jusqu'à l'âge 49, que ce sont mes vrais parents. Ils étaient toujours mes parents bien-aimés. Mais de la guerre, je ne me rappelle rien du tout. Je ne me rappelle pas, mais mon corps a rappelé. Pourquoi? Parce que juste après la guerre, de ma première réveil de la conscience, je n'ai pas pu parler normalement, je bégayais. Je bégayais d'une façon horrible, à tel point que très souvent, je commençais la phrase, je n'ai pas pu la finir. Donc j'ai fini dans la main de ma maman en pleurant tout simplement, je n'ai pas pu finir. D'où ça, je me rappelle très bien que mes parents étaient bien inquiets et nous sommes allés à Gdańsk, chez le médecin. Je vois quand je suis assis à le genou de ce médecin et il a demandé que je chante quelque chose. Et je chantais sans bégayant. Et ce médecin a dit, votre fils est en bonne santé, il n'est pas malade, c'est simplement la guerre qui a laissé sa trace. Donc, je sais que c'est de la guerre qui mon corps a rappelé. Ensuite, l'autre signe, je tombais sur la terre quand j'ai vu l'avion. Les enfants rigolaient, mais tout de suite, j'étais sur terre et j'ai regardé s'il est là. Ensuite, quand je n'ai pas entendu le bruit de l'avion, je me mis debout et j'ai couru très vite à maman. Quand je suis né, en 1943, dans la ville Święciany, c'est à côté de Vilna, c'est maintenant Lita, mais pendant la guerre, c'était le territoire occupé par les Allemands qui appartenait à la Pologne. Donc je suis né à la Pologne pendant la guerre. Przepraszam, gdzie ksiądz się szkolił? w Pasłęku właśnie, bo tam rodzice przyjechali, ja tam skończyłem szkołę podstawową, szkołę średnią do matury. Byłem bardzo lubiany w szkole, no dobrze się uczyłem. Chodząc do szkoły powszechnej, czy średniej, czy później,
A czy ksiądz się nie odróżniał wyglądem od innych dzieci? A, I tak. czy inne dzieci nie odczuwali tego? To znaczy wyglądem się odróżniałem, rzeczywiście miałem czarne włosy, no jeszcze trochę mi ich pozostało tam. Wtedy miałem bardzo ładne, elegancką czuprynę, bardzo bujne czarne włosy, no czarną karnację skóry. Nie, ja w szkole nie miałem, natomiast gdy chodzi o takie wydarzenie pierwsze, które by można nazwać spotkaniem z antysemityzmem moim, to ono miało miejsce jeszcze przed szkołą. Jeszcze przed szkołą, kiedy ja poszedłem do szkoły mając 6 lat, i wiem na pewno, że było to w czasie wakacji, kiedy jeszcze nie chodziłem do szkoły. Ja bawiłem się u moich sąsiadów i wracałem do domu. To była godzina późna, znaczy latem. Było jeszcze widno, ale taki zmrok, krowy wracały do domu, to pamiętam. Krowy się pasły na pastwisko, wracały do domu i ja tak z krowami, bo to był taki sygnał, że jak wracają krowy, ja mam być w domu, żeby mnie mama nie szukała. Więc ja wiedziałem, że te krowy wracają do domu, no to ja nawet za naszą taką krową tam szedłem do domu i w pewnym momencie słyszę, krzyczą Żyd, Żyd, żydowski bajstruk. Bajstruk to znaczy podrzutek, bo tam mieszkali ludzie z Jaszun z kolei, prawda? Ja pamiętam, że ja przyleciałem do mamy, tak jak burza zupełnie i chciałem wyjąkać, ja się jąkałem po wojnie. Ja po wojnie tak nie potrafiłem mówić. I wtedy przyleciałem do mamy i tak zacząłem płacząc, no chciałem powiedzieć, że mnie przezywają, ale i to po co? Co się stało? No więc wlazłem, przytuliłem się do mamy i wreszcie wyjąkałem, przezywali. Zacząłem płakać, więc mama mi tam przytuliła i wreszcie powoli wyjąkałem, że wołali na mnie Żyd, żydowski bajstruk. Mama nie odpowiedziała od razu na to, tylko mi tak przytuliła. Wreszcie chciałem się dowiedzieć, pytam, mamo, co to jest Żyd? Czemu oni na mnie wołają Żyd? Mama mi nie odpowiedziała na to pytanie, tylko mówi, a kto tak na ciebie zawołał? I ja mówię, no ci dwaj, tam wymieniłem ich nazwisko, nie chcę ich wymieniać nazwiska, niech im tam Pan Bóg da niebo. I wówczas mama mówi, widzisz, mądrzy ludzie tak na ciebie nie powiedzą, a głupich to nie trzeba zwracać uwagi, trzeba ich unikać po prostu. Może się nawet bać. Byłem jednym z najlepszych albo najlepszy. No, udzielałem się bardzo społecznie, grałem, śpiewałem, tańczyłem, nie upuszczałem żadnej zabawy szkolnej. Lubiłem śpiewać, ponieważ sam grałem, więc byłem zapraszany na różne prywatki z akordeonem na plecach. Szedłem, żeby grać. Lata szkoły średniej, podstawowej nie, ale lata szkoły średniej to były najwspanialsze lata w moim życiu. Żyli rodzice, ojciec, matka. Nie miałem w zasadzie jakichś większych kłopotów, ponieważ rodzice mnie bardzo, bardzo kochali. Bardzo kochali to. Ja nie wiem, czym jest sieroctwo. Nie wiem. Ensuite, quand je suis allé à l'école, j'ai appris ce que cela veut dire juif. À la lection de la religion, l'institutrice a dit qui était juif. Alors j'ai compris pour la première fois que les juifs, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas les animaux. Les juifs, ce sont des personnes, mais des personnes mauvaises. Pourquoi? Parce que les juifs ont tué Jésus. Et la nation qui a tué Jésus ne peut pas être bonne. Et c'était pour moi quelque chose d'horrible. Je n'ai pas voulu être juif. Mes parents ne sont pas juifs. Je suis leur fils, je ne suis pas juif. C'était toujours pour moi quelque chose de très, très important que je ne suis pas juif. Mais pourtant, je n'ai rassemblé à mes parents. Les enfants qui ne rassemblent pas à ses parents, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est juif. Et je ne veux pas être juif. Et je n'ai pas voulu être juif. J'aimais ça, j'aimais aller à l'église, j'aimais le prier, mais je priais toujours avec mes parents. Et même dans l'église, j'étais toujours à côté de ma mère, de mon papa.
Et quand le prêtre a fait la quête dans l'église, je donnais l'argent. Il m'a, je ne sais pas comment on a dit, il m'a fait, pour mes cheveux, c'était pour moi quelque chose comme une action mystique. Mais maintenant, nous sommes dans la classe dernière et c'était dans l'année avril 1960. Dans la classe dernière, il y avait la religion dans l'école. Après l'école de la religion, je marche après avec le prêtre qui m'a enseigné la religion. Il m'a demandé qu'est-ce que je ferais après le bac. Et je lui ai répondu comme ça, je deviendrai prêtre. J'avais peur, parce que je ne sais pas d'où ça sortit tout de suite. Et après le repas de soir, j'ai annoncé à mes parents que peut-être après la bac, je deviendrais prêtre. Et je pensais, quand j'annonce de mon papa que je deviendrais prêtre, c'est comme ça, c'est la joie. Il va, voilà, mon fils, tu es le prêtre, c'est très très bien. Et mon papa m'a regardé comme ça, il a dit, mais c'est la baliverne que tu as inventée. Je dis, comment, pourquoi baliverne? Mais tu ne peux pas être prêtre, c'est pas pour toi. Ce sont des balivernes, non, non, tu ne peux pas être prêtre. Je suis allé au séminaire après le bac-route. Mon papa a commencé à m'écrire des lettres. Je veux te voir. J'étais un peu effrayé. C'était 17 octobre 1960. Je pensais que peut-être mon papa est venu bénir dans le séminaire, qu'il a venu, qu'il n'a pas rien fait contre moi. Alors il va venir pour me bénir, soit le prêtre. Mais non, non, non. Il est venu très triste. Il est venu très triste. Il n'a pas voulu parler avec moi. Il est venu pour parler, il n'a pas voulu parler. Et après avoir mangé le repas du midi, nous sommes entrés dans une petite chapelle. Mon papa tombe à genoux et commençait à pleurer. J'étais derrière lui. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas vu mon père pleurer, jamais dans ma vie. Mais pourquoi pleures-tu? C'est mon affaire. Papa, est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal que je veux être prêtre? Il m'a répondu, c'est sa dernière phrase. Tu ne fais rien de mal, mais tu ne fais rien de bon non plus. Ta vie sera très, très difficile. Et il est parti. Le 20 octobre, c'était jeudi, après cet dimanche, j'ai reçu le coup de téléphone de mon collègue de Passlink, là où j'habitais mes parents, que mon papa est mort. Donc c'était un mois le plus difficile dans ma vie. Je suis tombé malade, je suis resté au séminaire, bien sûr. J'ai tombé malade, j'ai voulu mourir, tout simplement. La vie pour moi, c'est fini. Mon papa est mort. Moi, je le fais. Moi, je suis la cause de la vie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas vivre. Lentement, lentement, je commençais à réfléchir. De toute façon, je dis, bon, maintenant, je suis obligé de rester au séminaire. Sa mort, c'est un défi pour moi. Je dois rester et je dois montrer à mon papa que je serai très, très, très bon prêtre. Voilà, c'est ma décision. Je suis allé au recteur, je dis ça. Le recteur, il n'y avait rien contre. Je lui ai demandé la bénédiction que mon papa ne m'a pu donner. C'est le recteur qui m'a donné la bénédiction. Devant le devenir prêtre, on fait les annonces dans la paroisse où vient le candidat pour la prêtrise, que tel ou tel va recevoir la prêtrise, et s'il y avait des reproches, il faut le dire
parce que si quelqu'un a sa femme, ses enfants, il ne peut pas être prêtre parce que c'est le célibat qui oblige le prêtre catholique, ou peut-être le voleur, ou quelque... Bon. De toute façon, j'étais bien tranquille, j'étais vraiment un garçon très bon, très bon, très bon. Mon monsieur curé m'a écrit que je suis l'exemple pour toute la fille, pour toutes les filles. Et je suis venu à la conversation avec le recteur, très tranquille. Et mon recteur a dit, monsieur, il y a suspicion que vous n'êtes pas baptisé. Ah, qui n'a pas pu être baptisé? Juif. Alors tout de suite, les cloches juives a sonné. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, recteur, c'est bien intéressant que vous m'avez dit, parce que moi, dans mon enfance, j'ai souffert beaucoup à cause de cela. On m'a insulté, Youpin, bâtard juif. Donc, si vous savez quelque chose, je vous en prie, dites-moi. Il ne savait rien du tout. C'était les bêtises, c'était les choses sans valeur. Voilà, on a annoncé que je ne ressemble pas à mes parents, c'est tout. Et monsieur le recteur a voulu me faire baptiser encore une fois, à condition que tu n'es pas baptisé, nous baptisons encore une fois. J'ai refusé. J'ai refusé avec tout mon cœur, j'ai dit non, non, non. J'avais les parents si croyants qu'ils n'ont pas élevé dans un mensonge. Pourtant, j'ai reçu la première communion, j'ai reçu les confirmations, ce sont les deux sacrements que dans l'Église catholique on élève. Je l'ai reçu, il n'y avait pas de reproches. Ensuite, j'avais argument le plus important, il y avait encore vivante ma marraine, donc la femme qui m'a porté devant le baptême. J'ai donné leur adresse, j'ai dit voilà, vous pouvez écrire et demander d'elle sa réponse. Alors je pensais que c'est fini, qu'il me rejette de séminaire. Dieu merci, on ne m'a pas rejeté. Et le 19 juillet 1966, je suis devenu prêtre catholique. J'ai travaillé une année à la ville Kwidzyn, à la paroisse. Après une année de travail à la paroisse, on m'a envoyé pour faire mes études à Lublin, pour étudier la philosophie. On m'a envoyé à Paris pour faire mon doctorat. Et alors, quand je suis revenu de la France, je suis revenu à la Pologne, parce que je travaillais déjà à l'université comme enseignant dans le département de la philosophie. Maman a voulu habiter avec moi. Donc, j'ai fait que ma mère et ma sœur, j'ai acheté un appartement à Lublin et nous sommes tous transportés. Et j'habitais pour la première fois avec ma famille, avec ma mère. Et j'ai dit, voilà, c'est l'heure que je dois poser des questions sur moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette soupçon peut-être. Et quand j'ai commencé à poser des questions à ma maman sur la guerre, elle n'a pas voulu parler de la guerre. Elle a dit, écoute, je ne veux pas parler sur la guerre. Ce n'est pas le sujet de notre conversation. Je ne veux pas. Alors j'ai dit, bon, je suis dans bonne route. Il faut. Mais comment? Docieramy do tego czasu, kiedy ksiądz się dowiedział. No tak, właśnie. I ja bym bardzo chciała naprawdę takie głębokie określenie tego, znaczy całe te scenario, jak to wyglądało, w jakich to było okolicznościach. Tak, to był rok 79. W każdym razie to był czwartek, jak widzę jeszcze tę lampkę taką zapaloną w mroku. I wtedy tak wieczorem rzeczywiście takie przerywając swoje łkanie opowiedziała mi wszystko. Po prostu powiedziała mi, że jestem dzieckiem żydowskich rodziców.
tak bardzo to nie przypuszczałem. Ja myślałem, że może jest ojciec Żyd, może matka Żydówka, ale że jestem Żydem po prostu z krwi i kości, z ojca i z matki. To było dla mnie, bo pytam, kim byli moi rodzice, mamy. Et voilà, c'est pour la première fois dans ma vie que j'ai entendu, elle, en pleurant, elle a dit, tu as eu les parents magnifiques, ils étaient juifs, ils ont été tués comme tous les juifs, je n'ai que sauvé ta vie. Alors j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu sais de ma famille? Je savais seulement le métier de mon papa, il était tailleur. Je savais le prénom de mon frère, il était Samuel. Et encore, elle m'a dit, tu as les yeux de ta mère. Voilà, ces trois signes qui font le lien entre moi et ma famille. Dans l'année 1941, quand les Allemands ont venu, on a tué presque tous les Juifs de la ville où je suis né, à Schwinchen. On a laissé seulement les Juifs comme que le métier était nécessaire pour les Allemands et pour les Goïms. Mon papa était la meilleure tailleur dans cette château. Donc il était connu comme la meilleure tailleur. Donc on a laissé vivre avec toute sa famille. Ma maman, polonaise, une fois était chez le tailleur, tout simplement, elle est venue chez le tailleur. Et mon papa a dit, écoutez madame, vous n'avez pas d'enfants. Dans ma famille polonaise, il n'y avait pas d'enfants. Chez nous, il y a un petit nouveau-né, si vous voulez le garder, si vous voulez le sauver, je vous en prie. Je vous en prie, nous visiter au ghetto. Le ghetto était ouvert, ce n'était pas fermé. C'est une petite ville, il n'y avait pas beaucoup de... C'est juste quelques maisons dans le territoire qu'on appelait ghetto. Quand ma maman polonaise, je dis maintenant, Emilia Waszkin, elle est venue dans ma maison au ghetto, elle m'a vu, mais elle a pleuré en racontant ça. Elle a dit, je t'ai aimé de la première regard, mais j'ai dit à ta maman que je ne peux pas te prendre, parce que je n'étais jamais enceinte. Et tout d'un coup, un nouveau-né, dans cette époque-là, tout le monde le sait que c'est juif. Et alors, ma maman, qui avait le prénom Batia, c'était maman biologique, ma maman juive, a dit à ma maman polonaise, elle a dit, écoutez madame, mais vous avez répété quelquefois que vous êtes chrétienne, donc vous croyez en Jésus. Pourtant, il était juif, donc sauvez, s'il vous plaît,
mon petit bébé au nom de ces Juifs dont vous croyez. Quand il deviendra grand, il deviendra prêtre. Vous savez, j'entends ça, c'est ma mère polonaise qui m'a dit, le reste de mes cheveux était comme ça. Je ne savais rien du tout. Je ne savais rien du tout. Et pourtant, j'ai rempli des paroles de ma mère. Après ce sermon de ma mère biologique, ma mère polonaise a décidé de me prendre. Il m'a dit, je ne pouvais pas te ne pas prendre. Parce que si j'ai refusé, c'est comme si j'ai refusé ma foi en Jésus. Donc je t'ai pris. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé que Yom Shishi, donc le vendredi soir, ma mère biologique, Batia, me amènera de ma maison, du ghetto, et m'a mis dans la fenêtre de ma maison où habitait ma famille polonaise. Et c'était comme ça, on m'a amené de ma maison et on a mis dans la fenêtre. Ma maman, Emilia Waszkinel, m'a pris et c'est comme ça que je suis devenu un enfant polonais dans la famille polonaise. C'était à 43, je ne connais pas la date précise, mais de toute façon, c'était avant le 4 avril 1943. Que le 4 avril 1943, le dernier juif était transporté. Maintenant, je sais que mes parents étaient à Vilna et au mois de juillet, mon papa juif, Yaakov, était transporté à Riga et de Riga à Stutthof. Probablement, mon papa juif, mon papa biologique, Yaakov Wexler, a trouvé la mort dans la marche des vivants, dans la dernière marche. Et ma mère, on l'a transportée à Vilna, et au mois de septembre, elle l'a transportée à Sobibor. Jak personalnie na to ksiądz reagował, na tą wiadomość? Jak to cała ta prawda reagowała na księdza? To jest coś takiego, co bardzo ciężko jest wyrazić. W każdym razie to był jakiś głęboki ból. A jednocześnie, kiedy mama mi opowiedziała właśnie o tych słowach matki, to jakoś tak dziękowałem, że te słowa matki spełniłem. Wydawało mi się, że to coś strasznie ważnego. I wydaje mi się w dalszym ciągu, że to coś jest bardzo ważnego, że to moje spotkanie z Izraelem jest właśnie takie. I wydaje mi się, że to ludzie rozdzielili coś, co to ludzie rozdzielili chrześcijaństwo, Chrystusa, tak powiem, Jezusa. Jakoś czuję się wtedy właśnie, zwłaszcza wtedy, jakoś poczułem się bardzo blisko Jego, właśnie Jezusa. Jakoś poczułem taką głęboką wdzięczność za to, że jestem Żydem po prostu. To tak odżyło jak wulkan po prostu, strzeliło całą siłą. Ale właśnie to, że jestem Żydem, było coś bardzo wielkiego w tym, muszę powiedzieć. Ból i chyba radość. Ja to powtarzam zawsze. Ból i chyba radość. Nie wiem, czy wtedy była radość, na pewno jest dziś radość. Ale wówczas był ból, taki głęboki ból. Dlaczego? Za co? Co zawinił mój ojciec. Był po prostu krawcem
małym krawcem w małym miasteczku. Co zawinił mój brat? Nikomu nic nie mógł zawinić. Takim małym szmulkiem. Co zawiniła moja mama i zresztą 6 milionów ludzi. Więc to był ten ból, nie do wypowiedzenia, ale no co wtedy przede wszystkim jakoś bardzo gorąco ucałowałem moją mamę. Chciałem w ten sposób jej podziękować w imieniu mojej matki, tej żydowskiej, i ojca, i brata. Zapytałem, dlaczego nie ratowaliście brata. Powiedziała, ty nic nie rozumiesz z tamtych chwil. Myśmy się bali o swoje życie. Nikt tu nie jest tak wielkim bohaterem, żeby szedł na śmierć. Przecież pamiętaj, że za ratowanie Żyda groziła śmierć. Ja się po prostu bałem. Rozumiałem to i pierwsze chwile były bardzo ciężkie. Ja tę noc nie przespałem. Jeżeli o cokolwiek prosiłem Boga, to o to, żebym mógł przyśnić rodziców. Jakoś ich zobaczyć. Nigdy to się nie stało. Nigdy jakichś takich twarzy nieznanych mi, a bliskich nie przyśniłem. Ale coraz bardziej jakoś tak, wtedy właśnie coraz bardziej czułem się rozdarty, dlatego że zacząłem szukać nazwiska, bo mama nie znała nazwiska właśnie, tak jak powiedziałem, to było niebezpieczne. Petit à petit, je suis devenu de plus en plus étranger en Pologne. Je n'ai pas supporté l'antisémitisme. J'ai écrit 2 livres. C'était le dialogue judéo-chrétien. Mais pourtant, je me sentais étrangère. Et finalement, je me suis décidé en 2009 quitter la Pologne et venir en Israël. Et maintenant, je sais que c'est grâce à ma prêtrise que j'ai retrouvé mon judaïsme. Parce que sans prêtrise, je me suis marié. J'avais ma femme, j'avais les enfants. Et les problèmes des Juifs, probablement, a évaporé. Ce n'était pas mon problème. Mais parce que je suis devenu prêtre, les problèmes judéo-chrétiens ont toujours été avec moi. Et comme j'étais seul, sans famille, je ne suis responsable de personne, je suis responsable seulement de moi-même. Donc je puis faire tout ce que je fais. Et encore, je suis très, très content.